fois, je vais passer quelques minutes, puis je dis bien quelques minutes, c'est difficile pour moi aussi de limiter mes ardeurs puis mon discours, mais on va tous vouloir aller dîner à un moment donné. Donc, je vais passer quelques minutes à montrer un peu plus en version live qu'est-ce que Maren a expliqué. Donc, les nouveautés. Je les ai séparées en différentes sections, là, mais pour moi, le plus gros point, la plus grosse innovation, puis c'est toujours en cours, c'est au niveau de toute l'interface utilisateur, l'expérience utilisateur. Juste par lever de main, qui aujourd'hui utilise les outils InforOS? Donc, des écrans comme ça. Oui, OK. Fait que vous allez, pour ceux qui ne l'utilisent pas, vous allez aussi voir que c'est assez intéressant comme navigation. Mais première affaire qu'ils ont amélioré ou qui ont changé depuis les dernières versions, puis peut-être je devrais faire une parenthèse, là, je vais essayer de couvrir les nouveautés depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Donc, les nouveautés d'octobre puis les nouveautés d'avril. Évidemment, je n'irai pas dans le détail dans tout, mais je vais essayer de garder ça sur les faits saillants. Donc, le portail a changé. Maintenant, on peut avoir plusieurs onglets ouverts en même temps. On peut les épingler, ces onglets-là, pour pas qu'à chaque fois que j'entre, j'aille aller les choisir, les remettre sur mon écran. On peut, évidemment, là, sur le côté droit ici, accéder aux différents espaces de travail qu'on a, aux différents signets qu'on a, puis aux différentes applications qu'on a. Avant, c'était un bouton qui est en haut ici, qui nous permettait d'aller sélectionner les applications, des trucs comme ça. Ou en fait, ouais, c'était peut-être une partie ça, une partie des signets. Vous voyez, je me souviens déjà plus comment ça fonctionne. Ça fait presque un an, nous, du côté de la prévente, qu'on travaille avec ces écrans-là. Dans l'onglet, le 9 petits boutons ici, on peut rechercher dans notre menu, on peut expandre puis réduire, si on veut, les différentes sections. On peut aussi aller voir ceux qu'on a fermés récemment. Fait que si on en a fermé un et on veut le réaccéder, ça va des fois plus vite juste de réouvrir là. Tout le côté signet est beaucoup plus facile aussi. Si je vais dans mon Sightline ERP ici, je suis sur ma fiche article. Si je voulais l'ajouter comme signet, j'ai juste à venir cliquer ici sur l'onglet et dire je veux mettre un signet à cette page-là. Ça va devenir un nouveau signet, tout simplement. Fait qu'à ce moment-là, on peut naviguer ici parce que vous remarquerez déjà que, comme Maren disait, on a juste une barre ici. Fait que j'ai plus accès à mes différents menus comme avant. C'est une seule barre qui contient la fonction où je me trouve, puis mes options de menu qui sont ici, qui ont 3 niveaux. Fait que vous pouvez définir qu'est-ce qui apparaît dans chaque niveau pour aller chercher plus d'espace puis moins d'espace. Le but du jeu, c'est d'essayer d'aller chercher le plus d'informations possible sur le même écran, puis de prendre le plus d'espace possible pour les données, plutôt que des onglets d'options, puis de ci, puis de ça qui sont ouverts. Donc voilà pour ça. Bon, comme d'habitude, on peut venir cliquer sur notre petit bouton dans le coin pour revenir à notre écran principal. Il y a aussi maintenant, en fait, je peux revenir ici, il y a aussi maintenant, moi j'ai toujours parlé de la liste de gauche, il y a maintenant une liste de droite. Cette liste de droite-là, c'est, par exemple, c'est vous qui pouvez les définir, là, fait que vous pouvez mettre vos écarts projets, vous pouvez mettre vos informations. L'idée ici, c'est que je peux en avoir plusieurs d'ouverts. Je pourrais avoir plusieurs, on appelle ça des insights, là, puis dans ces insights-là, vous pouvez mettre des widgets comme vous avez sur votre page principale. Donc, ça pourrait être contextuel à où vous vous trouvez. Puis, on va parler cet après-midi sur comment vous pouvez créer vous-même ces widgets-là pour pouvoir les déployer de façon contextuelle sur votre barre de droite. Fait que la barre de droite, elle peut avoir des menus, elle peut avoir des KPI, elle peut avoir des listes. C'est à votre guise, c'est vous qui déterminez par utilisateur, là, en fait, là, comment vous voulez l'utiliser. Je reviens à mon écran principal ici. Pour ceux qui sont sur le cloud et qui vont régulièrement, bien, quand il y a une nouvelle version maintenant, ils ont créé un nouveau formulaire. Le formulaire apparaît automatiquement quand la nouvelle version est déployée. Donc, dans les nouveautés, il y a un nouveau formulaire qui apparaît automatiquement quand il y a une nouvelle version, qui me montre qu'est-ce qui vient de sortir sur le nouveau release. Okay? Il y a quelqu'un qui est en avant. Parce que, bon, si on ne lit pas comme il faut, qu'il y a un petit bouton Do Not Show Again, bien, à chaque fois qu'on se connecte, on le voit. Hein? Mais ça donne des hyperliens vers les nouvelles fonctionnalités. Fait que c'est une façon pour vous
de pouvoir rentrer puis commencer à regarder les nouveaux, dans ce cas ici, les nouveaux écrans, les nouvelles fonctions qui sont sorties en avril. Une fois que vous cliquez ici, il n'apparaît plus automatiquement, mais dans votre fameux workspace ici, il va apparaître comme un formulaire, là, je pense qu'il est ici, le New Forms. Fait que vous pouvez toujours y accéder ou en faisant la belle recherche de formulaire que moi j'essaie d'éviter autant que possible. OK? Maintenant, les nouveaux formulaires. Marin y a touché un petit peu tantôt, mais ici, c'est un nouveau formulaire de commande. OK? Le nouveau formulaire de commande, premièrement, vous allez voir que, encore une fois, je suis capable de réduire puis éliminer les boutons qui sont ici. Ces boutons-là, ils apparaissaient comme boutons précédemment. Donc, d'aller au rapport de vérification de commande, les interactions, etc. Puis, au lieu d'avoir une liste de gauche avec toutes mes données, je peux venir chercher ici sur mes commandes clients. Fait que, en passant, ce n'est pas nécessaire de rentrer le numéro de commande. Je peux aussi rentrer le nom du client. Donc, par exemple, ici, si je viens taper Bosco, c'était pas bonne. Fait que je peux voir toutes les commandes ici apparaître. Si je viens en choisir une, par exemple, la DC60564. Donc, en venant sélectionner la commande, ce que vous allez remarquer, c'est que dans le haut de l'écran, j'ai mon en-tête. Là, je n'ai plus le concept de en-tête, ligne, détail de ligne, relance, lancement, etc. Tout est sur le même écran. Fait que sur mon écran principal, ici, qui est le seul écran que j'ai, je vais avoir mon en-tête en haut ici, puis je vais avoir le détail d'une ligne, ou si je fais voir moins ici, je vais voir les lignes. Là, je peux me promener. Fait que je peux voir le détail des lignes ici, cliquer sur une ligne, puis aller voir son détail à elle, faire moins ici, voir les lignes en haut, voir le détail en bas. Fait qu'il y a différentes façons d'accéder à l'information. En plus, puis Marin en parlait tantôt, c'est possible de venir cliquer sur la petite barre ici, puis voir la barre de progression, s'il y a eu de la progression de fait dessus. Fait qu'elle va apparaître ici. Ça dépend du processus. Des fois, ça va être marqué devis, commande, livraison. Des fois, ça va être marqué ordre de fabrication, matière, etc. Là, ça dépend du processus où ce que vous vous trouvez. Ça existait déjà sous forme d'un bouton avant pour voir la progression. Maintenant, ça a été remplacé. Bien, pas remplacé parce que c'est encore possible de le faire comme ça, mais on est capable de voir la progression d'une transaction de cette manière-là. Un autre, ça, c'est des formulaires là, de type, j'appelle ça de type commande, PO, etc. Mais les fichiers maîtres aussi sont en mode de refonte, si on veut. Fait que si je viens chercher ma fiche article ici, donc ici, ce que je voulais vous montrer, dans le fond, c'est le même principe. Quand on se positionne ici, on voit que je peux rechercher par numéro d'article ou par description. Puis on n'a plus besoin de faire les petits astérisques chaque côté pour trouver les produits. Là. Ici, là, maintenant, dans les formulaires, peut-être que vous connaissez un icône, il y a une petite icône en haut là, qui a un carré avec un petit plus à côté, parce que ça permet de loader, mettons, 200 records, puis après, il faut cliquer dessus pour voir les deux. Bon, ils ont amélioré ça. Maintenant, si je fais juste scroller, là, quand je finis de scroller jusqu'en bas, il continue d'ajouter des records automatiquement. Là. Fait que je n'ai plus besoin de cliquer sur le petit bouton à chaque fois vous voyez, je suis rendu à 400 records, etc., etc. Puis l'autre chose que je voulais vous montrer ici, c'est par rapport à ces nouveaux écrans-là, ils sont ce que moi j'appelle responsive. Okay? Ce que ça veut dire, c'est que, vous voyez, on prend plein avantage de tout l'écran. Si j'ouvre ça, ils prennent plus de place. Si je réduis mon écran, il va se redisposer automatiquement. Fait que c'est beaucoup de changements au niveau de la navigation. Vous voyez, même moi, ça fait à peu près un mois qu'on travaille avec, puis j'ai encore là, au niveau, ça demande un peu de temps à s'habituer. Quelqu'un qui a commencé à travailler avec Cymix en green on black, qui est arrivé avec des écrans quand j'ai joint, ça demande quand même un petit peu de temps à s'habituer, mais une fois qu'on est dedans, bien, ça se passe quand même assez bien. Les pages de rôle aussi il y a une refonte des pages de rôle. Ceux qui utilisent les workbench, c'est les mêmes fonctionnalités, c'est juste que c'est disposé différemment. Maintenant, on a les hyperliens vers les différentes fonctions ici.
mais on a aussi ce qu'on appelle la création rapide. Fait qu'au lieu de descendre dans la fonction, faire ajout, etc., on peut cliquer sur ces icônes-là. Il va nous amener un écran où est-ce que je peux saisir mon information, créer ma commande, créer mon retour. Ça, vous n'avez pas ça chez vous, des retours. Des indicateurs de performance ici. Donc, les indicateurs principaux se retrouvent ici, mais j'ai quand même accès à mon navigateur, mes tâches, mes indicateurs clés, mes vues de données qu'on a présentement. Là, je dis précédemment parce que vous les voyez encore. Là, je ne devrais pas dire précédemment, mais ils sont encore tous là. Toute la fonctionnalité est encore là. C'est encore une fois de l'investissement que Infor met pour réduire le nombre de clics, être capable d'avoir plus d'informations à moins d'endroits, avoir moins de navigation à faire pour se promener dans le logiciel. On a parlé tantôt, Marin a parlé tantôt de qui ici est tanné de cliquer sur transaction complétée. C'est marqué transaction complétée, puis on clique OK. Fait que des pop-up comme ça, il y en a beaucoup dans le logiciel. Fait qu'ils ont commencé à remplacer ça par ce qu'on appelle des toast messages. Fait que si, par exemple, je viens dans une fonction qui s'appelle copie des commandes et devis, puis que je dis, je prends un devis au hasard, là, mettons celui-ci, okay, puis que je viens traiter, bien, avant, ce qui se passait, puis peut-être encore chez vous, ça se passe comme ça, c'est qu'il y a un petit pop-up qui apparaît qui dit « Transaction réussie », puis vous cliquez sur « OK » pour faire disparaître. Maintenant, ce qu'il fait à la place, c'est qu'il va juste apparaître un petit message comme ça qui dit que la copie a réussi. Puis après ça, bien, je peux continuer, puis il va se rendre où il a besoin de se rendre. C'est quand vous avez plusieurs onglets dans l'application, c'est sûr que s'il y en a plusieurs, on finit par perdre le lien. C'est quoi cette commande-là? C'est quoi cette soumission-là? Etc. Là. Fait que si, par exemple, je vais juste en recréer un autre, c'est pas grave. Vous allez voir que maintenant, il y a un numéro qui apparaît au haut. En fait, au lieu d'écrire commande client, il marque l'abréviation du formulaire avec le numéro du formulaire. Si je vais dans les lignes, par exemple, bien, vous allez voir qu'il va y avoir l'abréviation avec le numéro de la transaction aussi. Fait que si vous en avez plusieurs d'ouverts, c'est plus facile à suivre. C'est quoi? C'est peut-être, moi, des fois, je travaille sur 3 formulaires de commande client ouverts en même temps. Fait que d'être capable de me promener d'un à l'autre, savoir c'est quoi le numéro, etc., ça peut être pratique pour la navigation. C'est pas mal ça au niveau de la navigation puis de l'interface utilisateur. Il y a une couple d'autres affaires que je vais juste vous décrire. Vous savez, quand vous faites la recherche de formulaire, le CTRL-O, je pense que c'est ça, hein, le contrôle, ben, il y a plein de formulaires là-dedans, traditionnellement, qu'on dirait que ça a l'air cool, ça, je vais le choisir. Puis là, ça disait qu'il ne peut pas être appelé directement, par exemple, ou qu'il n'existe pas, ou des choses comme ça. Fait qu'ils ont fait un ménage là-dedans pour que tous les formulaires qui ne sont pas appelés directement ne soient pas accessibles via cette vue-là. Puis il y a un paramètre sur le formulaire qui permet de déterminer si on veut qu'il soit dans mon écran de recherche ou pas. Fait que si vous avez fait des changements au niveau d'un formulaire, puis vous en avez créé un nouveau, bien, vous pourriez enlever le formulaire standard de la liste de recherche pour qu'il appelle juste le vôtre à la place. Fait que ça peut être économique au niveau de la recherche de formulaire pour les utilisateurs. L'autre chose, c'est pour les vues de données. Si vous roulez des vues de données, le titre initial de la vue de données va apparaître au haut du formulaire, chose qu'il n'y avait pas avant. Fait que ça, c'est pour l'interface utilisateur. Maintenant, si on parle un petit peu de la fonctionnalité, au niveau du CRM, 2 choses majeures. Bien, ceux qui sont on-premise, il y avait auparavant, là, sur la version client, un assistant communication pour générer des campagnes marketing, envoyer automatiquement des communications aux clients, aux contacts. Ils l'ont fait maintenant en version web, fait qu'elle est disponible. Puis sur la fiche client-fournisseur, il y a un bouton pour aller définir les documents. En fait, comment on envoie les différents documents à nos clients, nos fournisseurs. Ça s'appelle le profil document. Ce qu'ils ont ajouté dedans, c'est un modèle courriel. Fait que vous pourriez dire, pour ce client-là, quand j'envoie la facture, je veux que le titre soit ça, puis que le contenu soit ça. Fait que vous pouvez mettre des paramètres différents par document, par fournisseur ou par client. Au niveau de la gestion des stocks, si vous utilisez les numéros de série client, il y a un paramètre qui vous permet de définir c'est quoi la longueur du numéro de série du client. Puis aussi,
d'être capable de mettre du support supplémentaire justement pour avoir des numéros de série au niveau client, au niveau contrat client, puis au niveau prix contrat client, puis d'être capable de configurer le format à ces 3 niveaux différents-là de numéros de série. Au niveau de la production, de la planification, encore une fois, dans un souci d'éviter d'aller dans 5-6 formulaires, ils ont combiné tous les formulaires relatifs aux paramètres de planification dans un seul écran. Fait que ce soit les paramètres de... Vous voyez, vous pouvez aller dans les différents formulaires à partir d'ici. Fait que la priorité de l'ordre, les messages APS, les sites, les paramètres d'ordonnancement, les paramètres de gestion d'atelier, partout où est-ce qu'il y a potentiellement des paramètres qui viennent affecter la planification, vous allez être capable d'y accéder par ici. Puis vous voyez que c'est, tant qu'à le faire, ils l'ont fait dans un nouvel écran. Pour ceux qui utilisent la version sur le cloud, puis qui ont plus accès au What's New, là, si vous faites une recherche par CTRL-O, puis vous cliquez sur la colonne du titre technique, là, puis vous tapez Gen 2, vous allez voir la liste de tous les formulaires. Là, il y en a, je ne sais pas, une quarantaine de sorties, mais je viens d'avoir un courriel. Là, on les a souvent pre-release. Puis il y en a encore une vingtaine qui vont sortir bientôt pour éventuellement être déployés at large. Là. Fait qu'ils n'attendent pas octobre pour en sortir des nouveaux. Là. Ils vont en avoir constamment. Le but, c'est de ne pas avoir à travailler avec un mix des deux, puis éventuellement travailler juste avec un nouveau set. Mais en même temps, la stratégie, c'est de ne pas attendre que tout soit fait pour vous le donner. Vous pouvez commencer à en profiter immédiatement. Une autre nouveauté qui a été ajoutée, en fait, ce n'est pas une nouveauté, ça existait avant, ils l'avaient enlevé puis ils l'ont remis, c'est la vue explosée de la nomenclature à partir de la fiche article. Fait qu'aujourd'hui, on était dans la fiche article, on allait, mettons, sur le tableau de bord de l'ingénieur ou on allait sur le engineering board pour voir une vue graphique. Maintenant, il y a un onglet qui a été rajouté sur la fiche article pour pouvoir voir cette vue-là. Comme je vous dis, ceux qui ont des versions plus anciennes, ils l'ont peut-être déjà. Ils l'avaient enlevé, ils l'ont remis. C'est parce que je vous vois faire... Oui, c'est ça, ils l'avaient enlevé, ils l'ont remis. Là. Okay? Bon, le multiplan. Vous savez comment aujourd'hui on peut avoir plusieurs sites. À l'intérieur des sites, on peut avoir des entrepôts. À l'intérieur des entrepôts, on peut avoir des emplacements, des conteneurs, etc. C'est parfait. Quand on a plusieurs usines à l'intérieur d'une même organisation, aujourd'hui, on gère ça avec des sites. Right? Bon, avec ce que ça implique au niveau des transferts, de la planif, etc. Là, ils introduisent un nouveau niveau entre le site. En fait, c'est au même niveau que l'entrepôt, là, mais c'est du multi-usine. Fait que vous pourriez avoir dans un site plusieurs usines. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est d'avoir des structures, des gammes par usine à l'intérieur du même site, puis de faire de la planification inter-usine si vous avez besoin, quand vous utilisez le MRP. La première phase, c'est avec MRP. On a participé là, ici avec Infor à différentes discussions pour l'amener à être aussi utilisé dans le calcul APS. Au niveau du prix de revient, ça va vous permettre d'avoir du prix de revient par usine, puis aussi au niveau de la planif, puis au niveau de la définition là, des nomenclatures puis des gammes, ça va vous permettre de le faire par usine plutôt que par site. Puis, une nouvelle fonctionnalité, puis je vais juste aller dans l'écran rapidement pour vous la montrer. C'est, qui ici utilise le Pick-Pack-Ship? Okay. Fait que vous savez, aujourd'hui, au Pick-Pack-Ship, il y a un écran de prélèvement. C'est comme un tableau de bord. Je peux choisir les commandes. Je vais faire un bon de cueillette. Après, je vais aller confirmer la cueillette, puis je vais aller faire le tableau de bord d'expédition. Ici, c'est le même principe, mais c'est au niveau de la production. Fait que c'est un tableau de bord où est-ce que je vais tout défiltrer. Je vais avoir la liste de tous les bons de production dans mon système. Ça va me dire s'ils sont prêts ou partiellement prêts à être cueillis pour envoyer à la production. Je peux le faire par bon de production, je peux le faire par composant à l'intérieur des bons de production. Puis ça fonctionne un peu de la même façon. Je vais pouvoir spécifier ici qu'est-ce que je vais avoir sur mon bon de cueillette pour préparer et envoyer en production. Il y a un ajout ici qu'il n'y a pas dans les bons de cueillette de livraison, c'est le concept de route. Fait que je suis capable de créer des routes de picking pour l'entrepôt, puis de dire, bien, quand tu vas aller cueillir pour la production, suis cette logique-là au niveau des emplacements, pour que la liste de cueillette sorte dans cet ordre-là. Puis ça, c'est une table, fait que vous pouvez bâtir vous-même vos routes de cueillette.
je l'ai en avance. C'est en limited release présentement. Ça va être probablement officiellement lancé en octobre, mais je voulais quand même vous en donner une petite saveur là, à ce niveau-là. Je sais qu'ils sont encore apportés des nouvelles améliorations dessus. Aujourd'hui, comment il fonctionne, c'est une fois que j'ai généré ma liste de cueillettes, il utilise les mêmes processus que de cueillir une commande de vente. Fait que j'utilise le Confirm Pick du Pick Pack Ship, puis il y a une autre fonction pour aller confirmer ma sortie de matière vers la production. Ensuite, qualité. Qualité, il y a eu pas mal de changements. J'ai trouvé ça drôle. J'ai montré ça en présentation la semaine passée, puis il y a quelqu'un qui. Je m'amuse des fois avec mes données, qui m'a dit: ah oui, vraiment, vous voulez évaluer un fournisseur basé sur ce critère-là. Mettons, je vais choisir. Je mis un. Donc, dans la fiche fournisseur maintenant, il y a une couple d'onglets qui ont été rapatriés. Il y avait une fonction auparavant qui s'appelait fournisseur QC ou fournisseur CQ. Bon, bien, tout ce qu'il y avait là-dedans a été rapatrié dans la fiche fournisseur. Encore une fois, pour éviter d'aller dans multiples formulaires. Donc, ici, j'ai mes informations de certification de mon fournisseur au niveau qualité. J'ai aussi la possibilité d'aller rentrer s'il est certifié, puis de rentrer la date d'expiration de la certification. Fait comme ça, vous pourriez vous faire des workflows, des rapports pour montrer les fournisseurs qui sont plus certifiés selon les critères que vous avez établis. Puis, ici, au niveau du fournisseur, ici, au niveau performance, ici, j'ai un onglet performance. Vous êtes maintenant capable d'élaborer des critères qualitatifs à la qualité et non seulement quantitatifs. Fait qu'il y a un formulaire qui s'appelle notation fournisseur contrôle qualité qui permet d'évaluer c'est combien de points vous donnez à un fournisseur sur la qualité, sur la quantité reçue, sur les dates, etc. Mais vous pouvez maintenant aussi établir des caractéristiques ou des évaluations qualitatives de vos fournisseurs. Bon, j'ai eu du plaisir. S'il est gentil, je donne plus de points, etc., etc. OK? Puis il y a un nouveau rapport aussi qui s'appelle le Vendor Scorecard. Donc, c'est vraiment le pointage de votre fournisseur. Vous pouvez mettre des étoiles dessus, etc., là, pour que vous puissiez arriver avec votre fournisseur et dire, basé sur mes critères d'évaluation, c'est ça ta note. Okay? Incluant sa gentillesse et sa flexibilité. Ils ont aussi tout le côté qualité. Qui utilise qualité ici? Okay? Fait que vous savez qu'il y a un formulaire pour aller faire l'inspection et la disposition. Aujourd'hui, il y a un formulaire pour en production, pour la réception, pour le client, etc. Là, ils l'ont combiné. C'est un seul formulaire maintenant avec le code du type de qualité. Fait que, encore une fois, on n'aura pas besoin d'ouvrir 4 fois le même formulaire pour des situations différentes. C'est avantageux à ce moment-là. Puis, ils ont fait d'autres petits changements là aussi. Par exemple, si vous utilisez les non-conformités, sur l'étiquette, il y a maintenant le numéro de non-conformité qui apparaît en standard. Sur la création rapide de la non-conformité, on peut mettre un motif, un cas de raison. Sur les tests, quand on rentre les tests sur le formulaire d'inspection, il y a les totaux de ce qui est passé, ce qui a été rejeté, etc. Puis, au niveau des certifications expirées, il y a un petit workflow aussi qui envoie automatiquement, votre certification est expirée, il faudrait faire quelque chose, ou c'est peut-être à l'interne, puis là, vous allez prendre action. Puis, bon, le rapport de performance que je travaillais. Puis, pour ceux qui travaillent avec du AMDE, du FMEA en anglais, bien, il y a maintenant, avant, il y avait quelque chose, là, mais c'était assez basique. Maintenant, il y a vraiment un rapport. Je ne sais pas si j'ai fait le lien ici. Ouais, j'avais prévu vous le montrer. Ça, c'est l'analyse des différences. Je ne me rappelle jamais comment. C'est FMEA, le Failure Means and Analysis Exceptions, là, quelque chose comme ça. Puis ici, là, si par exemple, je tape MA, puis peut-être vous reconnaissez ce formulaire-là parce qu'il apparaissait comme un onglet sur la fiche article précédemment. Maintenant, c'est un formulaire en soi où est-ce que je peux aller rentrer des informations. Puis pour cet article-là, pour lequel je fais ces analyses-là, je peux tomber en mode ligne puis aller chercher toutes les informations que j'ai besoin de mettre dans mon FMEA pour qu'ils viennent calculer mes notes ici. Fait que si je dis, par exemple, il est installé dans mauvaise position ou peu importe, là, c'est une table, il manquait une pièce, c'est quoi la sévérité? C'est 2. Vous allez remarquer, le NPR ici se recalcule automatiquement. Fait que l'idée ici, pour ceux qui l'utilisent, vous comprenez c'est quoi. Pour ceux qui ne l'utilisent pas, faites-vous-en pas, ça fait partie, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Ensuite, au niveau de la comptabilité,
c'est le bout que moi je connais le moins, mais quand même un bout que je trouvais intéressant, c'est la réintroduction des états financiers à l'intérieur de la solution. On le sait tous, là, ceux qui utilisent Sightline depuis moins longtemps, c'est un add-in Excel pour générer les états financiers. Ça existait auparavant, les états financiers, dans l'application. Ils l'ont ressorti. Ça vient de sortir en avril. Fait ici, vous pouvez venir créer, modifier, copier un état financier, imprimer un état financier si vous voulez. Si je viens le modifier, je peux choisir, par exemple, je ne sais pas, mon état de cash flow. Puis, je vais être capable d'indiquer des informations au niveau de son layout. Fait que, ici, il va s'appeler comment? Est-il imprimé en paysage? C'est quoi le nom de la tâche? Est-ce que je veux l'exporter? Je peux quand même l'exporter si je veux. Après ça, je vais pouvoir venir définir ces colonnes. Là, lui, il y a juste une colonne, c'est une colonne de période en cours. Je vais chercher l'information dans le grand livre, mais ça pourrait être au budget, au plan ou un champ calculé. Puis après ça, au niveau de chaque colonne, je vais pouvoir indiquer les lignes. Les lignes peuvent être de type texte, peuvent être de type compte, peuvent être un revenu, peuvent être un total. Fait que vous allez être capable de définir tout l'état financier à l'intérieur de Sightline, puis même aller voir un petit aperçu de ce que ça peut avoir l'air avant de l'imprimer. Okay? Fait que pour ceux qui ne sont pas heureux avec Excel, ben vous pourriez le faire comme ça, puis à la limite, vous pourriez prendre ça puis l'exporter en Excel. Bon, okay? Écoute, par expérience, les compagnies publiques, des fois, ils n'aiment pas ça, faire ça en Excel. Hein? Fait que, simplement ça. Fait que c'était pour vous montrer qu'il y a ça maintenant dans l'application. Pour le reste des fonctions comptables, là, ceux qui utilisent, qui veulent faire de l'import des états de banque, des relevés de banque, on supporte maintenant le MT 940, puis il fait aussi du match là, par rapport à l'import avec vos informations bancaires. Il y a des améliorations de rapport au niveau de la facture compte à payer. Là. Le détail, je peux regarder ici. Là. C'est plutôt technique ici. Là. Ils ont amélioré les bods là, qui transitent entre pour faire de l'interfaçage. L'amélioration comptable sur les ordres de transfert. Les ordres de transfert, les ordres de transfert, c'est juste parce que avant, on supportait juste une devise. Là, on supporte les deux devises au niveau comptable, fait qu'on garde la trace dans la devise de la compagnie puis la devise de la transaction. Fait que si votre transfert intersite, c'est dans des compagnies de pays ou de devises différentes, là, ça va être supporté au niveau comptable. Puis, l'application de paiement rapide aussi là, permet de choisir des factures de plusieurs devises sur le même paiement. Chose qui n'était pas faite dans le passé. Au niveau technique, ça, là, le data anonymization, l'anonymisation des données. Fait que maintenant, sur la fiche article, la fiche client, la fiche fournisseur, il y a des options pour anonymiser les records, pour pas que n'importe qui voit des informations peut-être sensibles. Il y a un utilitaire aussi là, pour générer cette information-là en masse. Cet anonymat. Écoute, je ne suis pas capable de le dire. Fait que, ils ont fait pour ceux qui utilisent Service Mobilité, ils ont amélioré la performance, la synchronisation. Même chose au niveau des groupages de rapports. Là. Vu qu'on est sur un multi-tenant, ben, c'est important d'être le plus efficace possible dans l'exécution des rapports. Fait qu'ils ont commencé à grouper des informations pour améliorer la performance là, dans un mode multilocataire. C'est la première phase de plusieurs pour arriver à quelque chose d'optimal. Puis maintenant, toutes les apps, ça c'est un app. Moi, je vous montre beaucoup des menus là, dans mes présentations d'habitude. Ces apps-là, maintenant, il y a un app designer. Fait que vous pouvez créer vous-même vos applications. Après ça, les autres, Factory Track, 3 gros changements, un pour chaque module. Time Track, il y a maintenant une application juste pour faire du clock-in, clock-out. Warehouse Mobility, application mobile Android. Puis Factory Track Shop Floor, gros changement d'interface pour faciliter la tâche pour que les gens, les opérateurs, n'aient pas à naviguer plein de places dans le logiciel. Ces 3 choses-là, c'est moi qui vais les présenter cet après-midi dans une session. CPQ, pour ceux qui utilisent CPQ, coupe d'amélioration ou coupe de changement, si on veut, c'est possible maintenant d'utiliser la logique de pricing de Sightline dans l'Enterprise Quoting. Puis, il y a les statuts aussi qui viennent se synchroniser
entre les commandes puis le Enterprise Quoting dans CPQ. QBuild, il n'y a rien de nouveau, sauf que dans la dernière année, on a commencé à travailler avec QBuild sur 2 autres produits qui ne sont pas présentement sur la liste de prix d'Infor. Un, c'est NestLink, pour ceux qui font du nesting de coupe. Donc, il y a une interface, QBuild fait une interface entre les logiciels de nesting puis le ERP. Puis, ECX Manager, qui est pour faire toute la gestion sur stéroïdes, là, des changements d'ingénierie. Aujourd'hui, on a les notes de changement d'ingénierie sur Sightline, mais eux, ils vont un step plus loin. Là. Ils font le Engineering Change Request, le Engineering Change Order, puis le Engineering Change Notice, avec des workflows intégrés, etc., etc. Puis, c'est intégré aussi avec Sightline. À la fin, ça fait le ECN du côté de Sightline. Pour ceux qui sont intéressés par les nouveautés, bien, sur le site d'Infor, le concierge, il y a une place où est-ce que vous pouvez aller dans le Release Center. Le Release Center vous donne accès au QB. Le QB vous donne un Excel avec tous les changements, que ce soit des bug fixes, etc. Fait que si vous êtes abonné à ce QB-là, vous recevez une notification à chaque fois qu'ils mettent à jour. Vous pouvez aller dans le Release Center, puis aller voir qu'est-ce qui s'en vient d'avance ou qu'est-ce qui est déjà sorti si vous n'avez pas eu la chance de le voir avant. Il y a aussi ceux qui ont Campus. Avec les nouvelles sorties, ils relâchent un paquet de vidéos individuelles sur les nouveautés et comment on les utilise. Fait que si vous allez sur Campus et vous faites une recherche sur, par exemple, What's New 2404, vous allez voir une liste de vidéos de Sightline, des nouvelles fonctionnalités qu'on a parlé aujourd'hui, puis probablement certaines qu'on n'a pas montrées, qui vont vous montrer en plus de détails. Pour les autres points, il y a le RPA, le Robotic Process Automation, que Marin a parlé tantôt. C'est vraiment une nouvelle application qui a été lancée par Infor, qui rend, dans le fond, la façon que je l'explique aux gens, c'est toutes les tâches très répétitives que quelqu'un fait ou qui n'a pas de valeur ajoutée. Vous pourriez les programmer dans ce robot-là pour qu'il se réveille et qu'il le fasse pour vos utilisateurs. Fait que vos utilisateurs vont faire moins de tâches répétitives, manuelles, plates, puis se concentrer sur des choses à valeur ajoutée pour votre entreprise. Un exemple pertinent de ça, c'est les réceptions des factures fournisseurs. On connaît tous le concept OCR. Il y en a peut-être qui utilisent FSOF aujourd'hui pour cette gestion des factures-là, où est-ce qu'on scanne la facture, il interprète où est-ce qu'ils sont placées les choses, il crée la facture dans Sightline. Ici, le Robotic Process Automation, c'en est une application de ça, puis il utilise les engins d'intelligence artificielle d'Infor aussi pour interpréter le document plutôt qu'on ait à faire un paquet de templates pour chaque fournisseur différent. La seule chose que je voulais dire de plus par rapport à ça, c'est que tu as le Robotic Process Automation, puis la partie, je vais appeler ça OCR ou Document Processing de facture, Infor l'a sorti, puis peuvent le vendre séparément, comme un outil en soi. Fait que vous n'êtes pas obligé d'acheter tout le RPA, vous pourriez avoir juste la portion facture fournisseur. Oui. Bien, potentiellement, oui, c'est du programmatique, low-code, no-code, c'est du click and drag, etc. Mais potentiellement, oui, si vous voyez des applications pour ça, oui, mais ça dépend c'est quoi le niveau d'automatisation que vous pouvez faire. Souvent, on va plutôt travailler avec des API par ION pour connecter un site web ou une application externe pour que ça crée la commande automatiquement 3 fois. Mais oui, exact. Oui, ça pourrait être quelque chose comme ça. Oui, je peux voir théoriquement que ça pourrait se faire. Je ne l'ai pas vu en action, mais théoriquement, ça pourrait se faire parce que c'est de l'interprétation de documents. Puis la couche intelligence artificielle, machine learning, elle commence. Marin, elle en a parlé tantôt, je pense que ça s'appelait Decision Optimizer ou quelque chose comme ça. Fait qu'il y a beaucoup d'outils d'intelligence artificielle qui commencent à être déployés par Infor, puis de plus en plus intégrés aussi avec Infor. Puis moi, ça, je trouve ça super intéressant parce que, ben, comme vous savez, là, nous, on sort un portrait TI à chaque année avec les trends, c'est quoi les buzzwords dans l'industrie. Cette année, on voit bien qu'un des gros buzzwords, c'est l'intelligence artificielle. Fait que le fait qu'Infor investit dans l'intelligence artificielle, puis qu'il commence à regarder les cas de figure, puis commence à déployer des produits qui vont vous aider, vous, comme entreprise, vous ne voyez peut-être pas aujourd'hui comme j'ai-tu besoin de ça, là? Mais ça va venir. Là. Ça va venir plus rapidement que tout le monde pense, je crois.